Messieurs les présidents, Monsieur le chef du gouvernement, Mesdames, Messieurs les ministres, Mesdames et Messieurs les représentants, les conseillers, c'est un honneur de m'exprimer devant vous. D'abord parce que vous êtes le Parlement issu du suffrage universel et qui témoigne de la vitalité démocratique de la société marocaine. C'est un honneur ensuite parce que nos deux pays ont su nouer avec le temps une amitié d'une qualité rare, pour ne pas dire exceptionnelle. Et il nous revient, ceux qui ont en charge nos deux pays, d'intensifier encore notre relation. Je viens accompagné d'une importante délégation, des ministres, des parlementaires, des deux assemblées françaises, des élus de région, des personnalités culturelles, des chefs d'entreprise, des représentants des cultes musulmans, mais également les Juifs de France. Je viens donc, au nom de toute la France, vous dire combien je suis fier de la relation avec le Maroc. Cette amitié, elle est fondée sur l'histoire, la grande histoire, celle des États, celle des continents, celle des personnalités, et il y en a eu qui nous ont unis. Mais il y a aussi la petite histoire, ou plus exactement, les histoires intimes, familiales, personnelles, qui ont fait que nous sommes unis, rassemblés, et qu'au cours des générations, les liens qui se sont tissés se sont encore resserrés. Dans notre relation, il y a l'affection profonde que les Français ont pour le Maroc, une nation d'une haute et grande tradition, faite d'identités multiples, vous les avez rappelées, Monsieur le Président, un pays qui a apporté au monde méditerranéen une incomparable culture, une splendide architecture. Et c'est ainsi que la France et le Maroc, au cours des siècles passés, se sont rencontrés dans le plus grand respect, jusqu'au début du XXe siècle, au temps des prétentions coloniales. C'est là que notre histoire a connu plus de tumultes et même une part d'ombre avec les atteintes à la liberté des Marocains, puis la longue, trop longue attente de l'indépendance. Lyautey, ce Français ami du Maroc, mais qui était néanmoins le premier résident général du protectorat, avait prévenu, et il aurait dû être écouté, que rien de durable ne pouvait se fonder sur la force. Il a néanmoins fallu attendre 1956 pour que la France reconnaisse la pleine souveraineté du Maroc. Avec un roi pour l'incarner, Mohamed V, seul chef d'État fait compagnon de la libération par le général de Gaulle. Soyez-en fiers. La France n'oubliera pas son courage. Elle n'oubliera pas non plus les dizaines de milliers de soldats marocains qui, en 1914 et en 1940, sont venus défendre notre patrie. Et je veux ici vous en exprimer toute ma gratitude. Et c'est la raison pour laquelle je veillerai à associer étroitement le Maroc aux commémorations du centenaire de la Première Guerre mondiale et du 70e anniversaire des débarquements et de la libération de la France. Oui, le passé nous unit, mais c'est le présent et c'est l'avenir qui nous rassemble. Le message que je viens prononcer devant vous, il est simple. La France a confiance dans le Maroc.
Votre pays, chaque jour, accomplit des pas décisifs vers la démocratie, conduit de façon cohérente son développement, assure son unité fondée sur la reconnaissance des diversités. Alors sûrement tout ne va pas aussi vite que certains le voudraient. Il y a toujours des critiques, des améliorations. C'est votre responsabilité. Et notre devoir, c'est de vous accompagner. Mais le Maroc s'affirme comme un pays de stabilité et de sérénité. Et je rends hommage à la volonté réformatrice du roi Mohamed VI, ainsi qu'à ce qu'il a précisé comme ambition pour le Maroc, et que je partage, d'être au rendez-vous des enjeux du développement humain. Ces enjeux-là, vous les avez avec votre Conseil économique, social et environnemental, réunis dans un certain nombre de principes. Le respect des droits et de l'accès aux services essentiels, le dialogue social, la gouvernance responsable, la protection de l'environnement, tout cela, c'est un moyen d'accéder à plus de croissance et plus de prospérité. Ici, au Maroc, vous avez été capable d'engager une démarche moderne, mais dans le respect de vos traditions. Ici, au Maroc, vous avez poursuivi le mouvement vers le pluralisme politique. Et, monsieur le chef du gouvernement, je sais que vous êtes resté 10 ans dans l'opposition, ce qui prouve bien, d'abord, qu'il faut être patient, et qu'ensuite, l'alternance est un processus irréversible. Ici, au Maroc, les droits des femmes progressent. La réforme du Code de la famille, la Mounavana, a été un progrès sur la voie de l'égalité. Et je sais l'engagement des femmes marocaines dans la vie publique. Fatima Mernissi a supporté leur voix. Et elle est entendue bien au-delà du Maroc. Ici, un regard courageux a été porté sur les blessures du passé. Une instance a été créée, Équité et Réconciliation, qui a permis d'engager un processus, non seulement pour reconnaître les violations des droits de l'homme qui ont été commises, mais pour indemniser les victimes. Eh bien, ça sert de référence. Beaucoup de pays devraient s'inspirer de ce modèle, de cet exemple, reconnaître le passé, apaiser les souffrances et parfois même indemniser les victimes. Vous avez adopté une constitution en juillet 2011. C'est plus qu'une constitution, c'est un programme. Et c'est une avancée. Elle instaure la séparation des pouvoirs, mais elle garantit la tolérance, puisque son préambule reconnaît le caractère multiple de l'identité marocaine, arabo-islamique, amazighe, saharo-hassani, enrichi des multiples affluents africains, andalous, hébraïques, et plus largement méditerranéens. Je sais aussi, malgré ces progrès, ce que sont encore les attentes du peuple marocain en matière d'emploi, de santé, de justice, d'équité sociale. Il y a des impatiences partout, il y a des inégalités à réduire, mais je sais que vous avez la volonté de faire face et de réaliser ce que vous avez promis aux Marocains. Et c'est la raison pour laquelle nous avons un devoir commun, avancer ensemble. C'est notre vocation. D'abord parce que nous partageons une communauté. Une communauté de langue, c'est déjà beaucoup. Une communauté de culture, une communauté de voyage, de déplacement. Il y a en France tant d'amoureux du Maroc que je n'ai pas pu les emmener tous dans cette délégation. Mais il y a les hommes et les femmes qui vivent en France. Je pense à ces milliers, ce million de Marocains, et qui apportent par leur travail, par leur contribution intellectuelle,
qui apportent aussi par leur vocation à s'insérer, à s'intégrer, le meilleur de ce que vous êtes au service de la France. Et puis, il y a aussi ces 80 000 Français qui résident au Maroc, et sans doute bien davantage, et qui, là aussi, contribuent au développement économique, à l'attractivité du Maroc et à une meilleure compréhension. Nombre de mes compatriotes sont d'origine marocaine et sont devenus pleinement français, sans rien oublier de leurs racines, et contribuent au rayonnement de la France. Je pourrais citer des intellectuels, des entrepreneurs, même des responsables politiques, des cinéastes, des musiciens, je ne parle pas des humoristes. Je ne sais qui sont ceux qui sont les plus applaudis. Mais cette double appartenance nous enrichit tous. Je pense aussi à tous ces jeunes dont les parents étaient nés au Maroc et qui sont aujourd'hui dans nos grandes écoles, dans nos universités, et qui sont des cadres performants de nos entreprises, mais aussi des vôtres. Et puis, il y a ces Marocains qui travaillent en France et continuent de transférer une partie de leur épargne ici au Maroc pour entretenir le développement économique comme une vocation patriotique qui conduit à faire ce geste. Un Marocain sur 3 qui vit à l'étranger vit en France et vit dans le respect de nos lois, de toutes nos lois, et notamment la première, la laïcité. Raison de plus pour veiller, et ça c'est ma responsabilité en France, à lutter contre toutes les discriminations, toutes les injustices, toutes les inégalités qui pourraient frapper. Notre lien, c'est aussi la langue française, notre patrie commune, la patrie de toutes celles et de tous ceux qui nous font l'honneur de la parler. Cette langue, elle a inspiré vos plus grands écrivains, Abdelatif Labi, Tahar Benjeloun, l'un et l'autre lauréats du prix Goncourt, qui sont de parfaits exemples de la symbiose de nos deux cultures. Nulle part ailleurs qu'au Maroc, notre coopération linguistique n'est aussi développée. L'Institut français accueille 65 000 étudiants dans ses classes. Et cette francophonie, c'est ainsi que je la conçois, se fait dans le respect et la pratique de la langue arabe. C'est forcément le cas ici, mais c'est aussi ce qui doit être fait en France, où je rappelle que la langue arabe est enseignée depuis le XVIe siècle. Et nous avons vocation à continuer de le faire. L'Institut du monde arabe contribuera aussi à développer ce lien. Ce lien humain, c'est aussi un lien politique. Au-delà des successions au Maroc, des alternances en France, nos deux pays poursuivent un partenariat exceptionnel. J'ai été sensible au fait que le roi Mohamed VI ait choisi la France pour effectuer sa première visite d'État en mars 2000. Et moi-même, j'ai tenu à le recevoir à l'Élysée pour son premier déplacement officiel au lendemain de mon élection. Le lien, il est économique. La France est le premier partenaire commercial du Maroc. Nos échanges représentent 8 milliards d'euros en 2012. Nous sommes votre premier client et nous en sommes heureux. Mais nous ne sommes plus votre premier fournisseur. Ça nous inquiète. Alors nous allons faire effort, car la responsabilité dans un univers de concurrence n'est pas de mettre en cause le client, c'est de mieux le servir. Et comment ? La France est le premier investisseur au Maroc. Près de 6 milliards d'euros ont été investis par des entreprises françaises au cours des 10 dernières années. Près d'1 milliard au cours de la seule année 2012. Au Maroc, il y a 800 entreprises de toute taille, de toute spécialité, et qui travaillent et emploient même
jusqu'à 100 000 personnes. Alors comment pouvons-nous être meilleurs que nous ne le sommes? En investissant? Sûrement. En emmenant des petites et moyennes entreprises? Assurément. Et vous, en assurant le meilleur accueil. Mais il faut aussi que nous ayons des projets communs. L'Agence française de développement est un bailleur de fonds important et doit le rester. Elle soutient largement vos projets. Je pense au plan Maroc vert, à l'opération Halieutis pour les ressources aquatiques, à la stratégie d'émergence industrielle que vous développez, au plan solaire et d'une manière générale aux énergies renouvelables. Eh bien, la France sera au rendez-vous de ces réalisations, comme elle l'est pour le port de Tanger-Med, pour le tramway de Casablanca, pour le train à grande vitesse. Et nous allons le faire avec une idée nouvelle que nous portons ensemble, la colocalisation industrielle. Ce qui peut s'énoncer ainsi: ce qui est bon pour le Maroc sera bon pour la France. Les activités créées au Maroc seront favorables à l'emploi en France. Et nul ne pourra opposer Français et Marocains sur l'idée même d'un investissement. Chaque fois qu'il y aura un investissement, ce sera utile pour nos deux pays et pour nos deux jeunesses. Et puis il y a une deuxième idée que je veux lancer. C'est l'idée que la France et le Maroc ont une responsabilité particulière compte tenu de leur situation géographique, surtout la vôtre. Vous qui êtes un pays arabe, africain, musulman, ouvert sur la Méditerranée, ouvert sur l'Afrique, et nous, la France, pays également méditerranéen, avec des relations historiques avec l'Afrique, eh bien, nous pourrions coordonner nos actions, converger dans nos réalisations pour investir largement autour de la Méditerranée et en Afrique. Et je lance un appel que les entreprises françaises et marocaines s'associent les unes les autres et fassent cette démarche d'aller développer l'Afrique, grand continent émergent, pour que nous puissions être utiles et en même temps servir les intérêts économiques de nos deux pays. Je l'ai dit, le Maroc maîtrise son propre changement. Et ce n'est pas facile, et notamment dans cette région. Je salue les printemps arabes, les processus engagés depuis maintenant 2 ans sont prometteurs et en même temps porteurs de risques et parfois chaotiques, nous le voyons. C'est pourquoi nous devons conjurer toutes les menaces. La France ne veut pas juger. La France ne donne pas de leçons. Elle a simplement des valeurs et des principes, non pas pour elle-même, non pas pour tel ou tel pays, mais des valeurs universelles. Quelles sont-elles? Vous les partagez? L'état de droit, le pluralisme politique, le respect des minorités, l'égalité entre les femmes et les hommes, la démocratie. Si ces promesses sont portées par les peuples et incarnées par ceux qui les représentent, alors les printemps arabes auront été au rendez-vous des espérances qui s'étaient levées. Mais sinon, si c'est le recul, si c'est le désordre, si c'est le repli qui l'emporte, alors ce seront de nouvelles menaces pour la région et pour le monde. Et je pense notamment à ce qui se passe en Afrique de l'Ouest et au Sahel. Depuis plusieurs années, cette région est soumise à l'influence de groupes terroristes. Ils ne constituent pas d'ailleurs un péril simplement pour les pays concernés ou les pays voisins, mais une menace pour toute l'Afrique et pour l'Europe. Et c'est la raison pour laquelle la France a pris ses responsabilités au Mali, au nom de la communauté internationale. Et je remercie le roi, le gouvernement marocain
le Parlement marocain pour son soutien, parce que vous êtes un pays saharien, riverain du Sahel, et vous savez mieux que d'autres ce qui est en jeu. Et donc, la France, avec la communauté internationale, avec les pays africains, demain avec les Nations Unies, aura assuré l'intégrité et la souveraineté du Mali et empêché l'établissement au cœur de l'Afrique d'un sanctuaire terroriste. La France aura bientôt achevé sa mission, dans quelques semaines. Les forces africaines vont prendre le relais. Le Conseil de sécurité va déployer une opération de maintien de la paix. La France y prendra sa part. Dans ces conditions, la réconciliation nationale au Mali, le dialogue indispensable entre le Sud et le Nord, entre des populations diverses, devra être engagé. Et le processus politique devra se poursuivre, c'est-à-dire avec des élections qui devront être organisées à la date prévue pour permettre que la démocratie soit au rendez-vous de la souveraineté. L'action que nous menons ensemble, Français et Marocains, dans cette région, s'inscrit dans un cadre qui est la Méditerranée. Cette blanche mer citoyenne, comme l'appellent les Arabes. Voilà notre ambition. Voilà notre belle idée, celle que nous avons en partage. Une Méditerranée de projets. Au moins 10 pays sont concernés. Et nous avons les mêmes intérêts. Quels sont-ils? Faciliter les échanges, ouvrir des espaces communs de développement, aller plus loin vers les nouveaux domaines de l'action publique, les énergies renouvelables, la sécurité alimentaire, l'accès à l'eau, la formation professionnelle, les universités. Voilà ce que nous devons faire autour de la Méditerranée, avec un principe, la mobilité, la circulation, la confiance. Alors nous devons avancer. Avancer d'abord en prenant des initiatives entre l'Europe et le Maghreb, autour des idées que j'ai développées, la colocalisation industrielle. Et d'ailleurs, nous en fournissons une preuve. Ce qui se passe à Casablanca avec une centaine d'entreprises aéronautiques françaises et marocaines. Voilà ce que nous devons proposer comme exemple pour l'Europe et pour le Maghreb. Le Maroc est un partenaire de l'Union européenne. Il dispose d'un statut avancé depuis 2008. Il y a des négociations qui vont bientôt se conclure pour un accord de libre-échange. Nous soutenons cette initiative. Et vous devez prendre toute votre place dans la relation avec l'Europe. Mais cette Méditerranée, si nous voulons la construire, si je puis dire, ça ne se fera pas sans les peuples, sans leurs représentants, donc sans les parlementaires. Je me réjouis qu'il y ait déjà un forum parlementaire franco-marocain qui puisse se tenir d'ici la fin de l'année. C'est une première illustration. La Méditerranée, elle ne se fera pas sans les collectivités locales, les régions, les villes. Et là encore, la coopération décentralisée, elle est exemplaire entre la France et le Maroc et je souhaite qu'elle aille encore plus loin. La Méditerranée, elle ne se fera pas sans les entreprises, parce que ce sont elles qui créent les richesses et les emplois. Et tout à l'heure, je clôturerai le 3e forum économique. En un an, entre les entrepreneurs français et les entrepreneurs marocains. La Méditerranée, elle ne se fera pas sans la société elle-même, toute la société, et notamment les femmes. Et je sais que les ministres des droits des femmes de nos 2 gouvernements préparent une initiative de réunir les femmes de la Méditerranée à Paris en juillet prochain. La Méditerranée, elle ne se fera pas non plus sans les jeunes. Et donc, je veux que nous mettions l'éducation, la formation, les échanges universitaires comme une clé de notre développement commun. En septembre s'ouvrira l'université Euro-Méditerranée de Fès et nous devons aller vers un Erasmus de la Méditerranée.
Bien sûr, les choses seraient plus simples si l'Europe était plus forte. Nous y travaillons. Et si le Maghreb était plus uni, vous y travaillez. Parce que nous avons besoin de ces unions régionales. Nous avons besoin de cette confiance, de ces économies qui s'échangent. Je sais la difficulté, avec un horizon sans cesse repoussé pour l'Union du Maghreb. Nous en avons parlé, y compris à Malte, dans cette réunion 5+5. Et pourtant, il y a des projets qui peuvent y contribuer. L'autoroute transmaghrébine, qui a vocation à relier la Libye à la Mauritanie. Et je sais d'ailleurs que dans les peuples, les aspirations à cette union sont très grandes, que les capacités, les potentialités économiques sont énormes. Alors je connais aussi le blocage. Il y a la question du Sahara occidental qui attend son règlement depuis plus de 30 ans. L'impasse actuelle est préjudiciable à tous. Je dis bien à tous. Aux familles séparées, aux réfugiés des camps, aux tensions entre les pays du Maghreb. Et s'il y avait un argument de plus qu'il conviendrait d'ajouter, c'est que la crise au Sahel rend encore plus urgente la nécessité de mettre fin à cette situation. La France soutient les démarches du secrétaire général des Nations Unies pour parvenir à un règlement politique mutuellement acceptable sur la base des résolutions du Conseil de sécurité. Le plan présenté en 2007 par le Maroc prévoit un statut de large autonomie pour la population du Sahara occidental. Je le redis ici, c'est une base sérieuse et crédible en vue d'une solution négociée. Mais d'ici là, tout doit être fait pour améliorer les conditions de vie de la population dans cette région. Mesdames, Messieurs les parlementaires, Marocains et Français, nous avons une histoire longue. Ça ne suffit pas à définir une amitié. Une amitié n'est pas un héritage. Une amitié n'est même pas un patrimoine. Une amitié est une relation qui doit chaque jour s'entretenir. Nous avons ensemble une communauté d'intérêts économiques, culturels, linguistiques. Oui, ça c'est un acquis considérable pour nos relations. Mais si nous voulons continuer à être dans ce rapport, celui qui nous unit, nous devons porter une vision politique commune pour la région, pour la Méditerranée et pour l'Afrique. Et nous devons nous réunir autour de grandes causes, le développement durable, la préservation de la planète, la lutte contre les inégalités, la démocratie, la culture, la jeunesse. Et ma conviction, elle est donc la vôtre. Rien ne sera grand sans que le Maroc et la France y contribuent. Aussi, l'amitié entre le Maroc et la France va bien au-delà de nos deux peuples, de nos deux pays. Ça doit être une référence. Et que l'on se dise partout que ce que nous sommes en train de faire, ce que nous avons engagé depuis des décennies et que nous allons poursuivre encore pendant des années, je ne veux pas donner de ligne d'horizon jusqu'à l'infini,
de l'humanité. Ce que nous allons continuer ensemble, c'est d'être un exemple pour le reste du monde, être capable d'être unis pour le progrès de tous. Merci.